5 jours sur le Festival international des jeux de Cannes. Voilà, pour tester des trucs, pour se faire pitcher des trucs. Et puis de toute façon, tu me pitches des trucs, je me souviens pas, donc il faudra que je reteste des trucs. Et pour rencontrer des gens. Et pour vous parler à vous, qui êtes venus me voir nombreux sur le salon. J'ai compté, j'ai arrêté de compter, parce que ça n'a pas de sens, on s'en fout de nom. Et donc, merci à tous pour les mots gentils que vous avez eu sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Et je vais arrêter ici pour cette intro, parce qu'on a moult jeux à débriefer. On va utiliser le système que j'avais utilisé sur le festival de Vichy, donc où je vous donne simplement mon degré d'attente vis-à-vis des jeux que j'ai vus, puisque parfois j'y aurais joué, oui, mais qu'une seule et unique fois, ce qui est un peu bon, voilà. Et puis bah, parfois j'aurais pas joué du tout, j'aurais juste eu le pitch, bref, t'as compris l'idée. Quoi qu'il en soit... Attends, j'ai oublié un truc. Salut l'ami, et bienvenue sur la chaîne Jean Carton, je suis fatigué. Je suis fatigué, parce que, oui. Parce qu'il faut que je dorme. Dans cette vidéo, mon retour sur Vichy, pas du tout, Cannes, t'as vu 2025, je te dis tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai trouvé cool, moins cool. On s'abonne, on like, on s'abonne, on like. C'est important de s'abonner et de liker. On a dépassé les 9000 quand 9000 gens, 9000 gens, vous là, vous me suivez, vous êtes plus de 9000, 9016 quand j'ai regardé, je crois que c'est un peu plus maintenant, un peu plus quand on sortira la vidéo. Bref, j'avais dit intro courte, c'est raté. On dit merci à tous les copinos du Cofinos qui s'affichent ici. Et puis on commence... Attends, il faut que j'attende que ça défile. On commence maintenant. Ok, l'ordre logique de ce que je vais vous présenter, c'est l'ordre dans lequel je les ai découverts, l'ordre dans lequel je les ai vus, donc n'y voyez pas un ordre de préférence ou quoi que ce soit, je préfère que ça soit bel et bien clair. J'ai tout d'abord commencé mercredi par aller voir les petits amis de Scorpion Masqué, et j'ai pu découvrir tout d'abord un jeu qui s'appelle Tag Team, et donc Tag Team, qu'est-ce que c'est? C'est un auto-battleur qui devrait arriver, je crois, courant... J'ai pas les dates, j'avoue, j'ai pas forcément les dates, mais je crois que c'est courant mai, et je suis pas certain de ça, de mai à septembre. C'est un auto-battleur, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Eh ben c'est simple, ça se bat tout seul, tu regardes le jeu, comment on fait? Bah tu joues pas, si tu joues. Parce que tu vas sélectionner 2 personnages parmi les 12 qui sont disponibles dans la boîte, chaque personnage vient avec son propre deck de cartes. Tu extrais la carte de base la carte de départ de chacun des decks, ceux-là tu les mets dans l'ordre que tu souhaites. Le reste, tu le mélanges comme ça, dans un seul et unique deck, donc tu as des cartes des 2 personnages. Le truc c'est que, lorsque ça s'est fait, chaque joueur va révéler les cartes les unes après les autres, et donc activer les capacités, les choses, les effets qui sont indiqués sur ces différentes cartes, suivant le personnage que l'on utilise. Par exemple, moi j'avais une pirate, alors je vérifie si je trouve son petit nom, j'ai pas son petit nom, et Jeanne d'Arc. L'idée c'est que j'avais une carte qui me disait ok, j'attaque en fonction du nombre de bateaux pirates que je possède si j'ai la pirate, et j'avais une carte qui me permettait aussi de charger de la lumière concernant Jeanne d'Arc. Le truc c'est que donc on va faire ça, si on inflige des dégâts, on inflige des dégâts à qui? Ah bah au personnage qui s'est activé en face. Et ouais, c'est comme ça ça marche. Et vice versa, ça marche comme ça. En face, il y avait un personnage qui accumulait de l'énergie pour pouvoir le donner à son petit copain qui lui tapait plus fort. Donc parce que l'énergie, on va pouvoir l'utiliser, la consommer pour déclencher certains effets de cartes. Parce que oui, lorsque l'on a terminé ce petit tour-là, on a donc une défausse, on va chercher 3 cartes du dessus du paquet, on en sélectionne une que l'on met où on veut, dans cette défausse, parce qu'on ne remélange jamais la défausse. Et ça, c'est très malin, puisque finalement, en face de nous, on va avoir quelqu'un qui va nous avoir frappé fort, donc on va se dire, il nous a frappé fort juste après cette carte-là, donc peut-être que si je défends cet endroit-là, ça va marcher, mais parfois ça marchera pas, puisque l'ordre des cartes d'en face aura changé, etc. T'as compris l'idée. Grosse hype sur ce tag team. J'ai vraiment beaucoup apprécié le concept. En plus de ça, la gamme va se développer un petit peu façon Unmatch. On va avoir plein de personnages que l'on va pouvoir acquérir, forcément des combinaisons différentes. Bref, le jeu est simple, mais diablement efficace. Donc vraiment, celui-ci, je l'attends pas mal. Ensuite, j'ai pu tester, donc ça, je vous en reparlerai sur la chaîne, parce que je suis reparti avec une boîte. C'est l'île des Mookies.
l'île des Mookies ou l'île des Mookies, c'est un jeu de collection pour jouer avec les plus jeunes, vraiment, c'est un jeu de collection qui est très beau, et qui utilise donc simplement des symboles qui sont sur les cartes. Donc on a un peu à la Sea Salt and Pepper, on va avoir plusieurs decks de cartes, 2 decks de cartes, on choisit où est-ce qu'on veut piocher, on pioche et on a le droit de retourner pour regarder ce que l'on a de l'autre côté, et on choisit le côté qui nous intéresse et on le met devant nous. Donc on va avoir des symboles de lune, je vérifie, on va avoir des symboles, enfin des cartes bleues, des cartes jaunes, voilà, des cartes rouges avec leurs symboles qui correspondent, et l'idée c'est qu'à la fin de la partie, eh bien on va faire cette collection là, celui qui a le plus de symboles d'un type, eh bien va récupérer le petit trophée, donc il y a un petit présentoir à trophée, c'est plutôt joliment édité, on va le récupérer, le but ça va être d'avoir le plus d'étoiles, ce qui est des trophées qui sont plus difficiles à avoir, parce qu'il y a plus de cartes, ou moins de cartes, bref, etc., etc. Il y a un petit twist, c'est qu'on peut aussi avoir des araignées, et si jamais celui qui a le plus d'araignées va pouvoir faire perdre finalement un trophée, non, quand on a, pardon, je dis une bêtise, quand on a une araignée, on peut la donner à un adversaire, et forcément, celui qui a le plus d'araignées, il est obligé de reposer un de ses trophées, et voilà, celui qui a à la fin le plus d'étoiles sur ses trophées, bah, l'emporte. C'est simple comme bonjour. Donc celui-ci, bon, ma hype, elle est assez médiane, puisque finalement, c'est un jeu que je jouerai avec mes enfants, mais je sortirai pas vraiment beaucoup avec... je sortirai même pas du tout avec des adultes, à mon sens. Maintenant, c'est très joli, donc j'y jouerai vraiment avec mes enfants, et là, encore une fois, j'ai une boîte, où je vais pouvoir, évidemment, vous en reparler. Ensuite, j'ai une présentation de Kingdom Legacy, donc ça, c'est le petit jeu solo chez Intrafin. Petit jeu solo qui me fait évidemment beaucoup penser à... Palm Island, même si c'est un brin différent dans le sens où on va sortir en fait 4 cartes, c'est sur un univers médiéval, on a 4 cartes, l'idée c'est que on va devoir dépenser certaines cartes pour acquérir de l'or, pour pouvoir en améliorer d'autres, donc dans ce cas-là on va les faire pivoter dans ce sens-là, parfois même les retourner, etc. Et on va vivre une aventure comme ça. Il y a un brin de Legacy, j'ai pas vu cette partie-là, mais bon, je sais qu'au bout d'un moment on va commencer à coller des autocollants, etc. Donc c'est pas un jeu qui sera rejouable finalement lorsqu'on aura terminé cette aventure, mais voilà, je sais qu'il a fait, il marche bien en ce moment celui-ci. Alors attention, je le précise, l'intégralité des illustrations sont faites en IA. Faut le savoir, si vous êtes totalement contre l'idée, eh bien, passez votre tour, c'est marqué sur la boîte, attention, rien n'est caché. Mais voilà, concernant donc ce Kingdom Legacy, c'est pareil, la hype est assez, assez médium moins, dans le sens où je suis pas un gros joueur de solo, mais je suis surtout curieux de voir comment est-ce que ça fonctionne. Ensuite, un petit tour du côté de chez Yellow, donc là je vais aller assez vite puisque ce sont que des jeux que je n'ai pas joués. On a Popcorn, donc Popcorn, ma hype, elle est quasi maximale, elle sera juste un peu avant, pourquoi? Parce que la thématique et parce que l'édition, c'est très joli, thématiquement c'est vraiment le cinéma, c'est un truc qui me tient à cœur, et voilà, ça sera tout ce que je vous dirai, puisque finalement j'ai aussi une boîte, donc je pourrais vous en parler ultérieurement, mais je vais pas m'attarder dessus, parce qu'encore une fois, je n'y ai pas joué. On a aussi Salton Sea, donc là c'est pareil, autant au même degré de hype, puisque les premiers retours n'étaient pas non plus dingos autour de celui-ci. D'ailleurs là-haut il est vendu comme étant en plus un tableau Excel qu'autre chose, mais je suis toujours très curieux de la gamme Yellow Expert, donc à voir. Ensuite, on avait Ascension Tactics, donc le deck building Ascension s'offre un jeu de plateau, vous allez pouvoir jouer donc à Ascension sur un plateau, avec cette boîte uniquement, mais aussi vous aurez la possibilité d'utiliser votre boîte d'Ascension si vous la possédez. Donc là, je suis très curieux parce que pour le coup, je n'ai jamais joué à Ascension, donc il faudrait que je teste Ascension et qu'ensuite je teste Ascension Tactics. Donc c'est pareil, là on sera plus sur une hype médiane, vraiment parce que je n'ai jamais joué au jeu et que pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, si ce n'est un deck building très efficace, évidemment. On a ensuite Rockard, donc là c'est la version chez Devir que j'ai vue. Là, ma hype, elle est semi-maximale. Allez, pourquoi? Parce que j'ai toujours un petit peu peur sur ces jeux thématiques que finalement la thématique prenne le pas trop, de manière trop importante vis-à-vis de la mécanique et qu'on se retrouve finalement avec quelque chose d'assez fade. Néanmoins, côté éditorialement parlant, c'est vraiment très propre. On a vraiment des plateaux qui correspondent finalement, qui ressemblent à des amplificateurs où vous avez des marqueurs qui sont donc les potards des amplis pour pouvoir tout régler, etc. Bref, l'idée c'est de donner le meilleur concert de sa vie, tout ça. Donc ça, forcément, c'est ma cam. Ensuite, il y avait Haunted House, donc c'est un jeu de pichenette. Je suis en train de défiler pour l'avoir sous les yeux. Un jeu de pichenette qui est très joli, donc on est sur un plateau en trois dimensions, et on va balancer un dé finalement qu'on va devoir balancer pour le faire atterrir dans des zones. Attention, il y a des trous, ça peut tomber dedans, etc. Je suis sur une hype assez médium là-dessus aussi, parce que le jeu de pichenette, c'est pas forcément ma cam, je suis toujours curieux. Mais je sais que c'est un truc qui finalement, je vais sortir 2-3 fois, peut-être avec les enfants un peu plus, et qu'après, j'aurai bien du mal à me dire, on va jouer à ça, quoi. Ensuite, j'ai vu 50, donc là, c'est dans les mini-games, je crois que c'est, je sais plus comment ils les appellent. Non, moi, c'est une petite boîte, si, c'est un mini-games.
chez Yellow. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Eh bien en fait on va avoir simplement, on va devoir noter des nombres qui vont jusqu'à 49. Des nombres qui vont jusqu'à 49 avec des contraintes de chiffres qui sont affichées. On n'aura pas le droit de noter des nombres qui se terminent par les chiffres qui sont indiqués au milieu de la table. L'idée c'est que ensuite on va devoir nommer tous ces nombres, et à chaque fois qu'un joueur aura noté ce nombre, eh bien il va reprendre la main. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien à chaque fois qu'un nombre suivant sera nommé, donc si par exemple on s'est arrêté à 4 que j'ai pris la main, si on arrive au 5, personne n'a pris, ok, je monte un petit marqueur de points. 6, personne n'a pris, je monte. 7, personne n'a pris, je monte. 8, ah, toi t'as pris, je ne monte plus. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il reprend la main et on continue comme ça. L'idée, c'est d'obtenir le plus de points. Donc, moi j'ai testé, pas dans les conditions parce qu'il faut être 3 minimum, là j'ai testé juste à 2 pour voir les mécaniques. J'attends de voir parce que j'ai un peu peur que ça tombe à plat finalement assez rapidement, mais vraiment c'est juste mon ressenti sans y avoir réellement joué dans les conditions. Donc mon attente là-dessus, elle est inexistante, puisque c'est vraiment pas ma came de jeu, et voilà, je veux pas aller beaucoup plus loin là-dessus. À côté de ça, on a Mime Battle, je crois que c'est comme ça s'appelle, ouais, Mime Battle, qui est un jeu donc dans lequel deux équipes vont s'affronter sur un concours de mimes, c'est-à-dire qu'il va y avoir un peu à la Codenames, quelqu'un qui va faire mimer et toute l'équipe d'en face qui va regarder. La subtilité du jeu, c'est que chaque équipe va avoir donc un mot différent à mimer, mais qui sont en rapport. Par exemple, là j'ai un exemple sous les yeux. Il y a une équipe qui devait faire deviner aquarium, l'autre devait faire deviner poisson. Donc le twist finalement du jeu, c'est que lorsque on va regarder la personne qui mime pour nous pour tenter de mimer un poisson, si jamais on ne comprend pas, eh bien on va peut-être pouvoir regarder le joueur qui se trouve à côté, et ça va peut-être nous orienter finalement vers la réponse, ou peut-être même écouter les réponses qui sont données par nos adversaires vis-à-vis du mime qu'ils sont en train de voir. Voilà. Donc ça doit forcément marcher en soirée. Mon attente là-dessus, elle est totalement médium, puisque j'ai pas... c'est un truc que je serais très content de sortir en soirée, voilà. Mais encore une fois, c'est pas ce que je recherche le plus, finalement, dans ma ludothèque. On a Ingenious, qui est un jeu donc abstrait, dans lequel on va avoir un plateau, on va pouvoir placer des gemmes, on va avoir des gemmes à placer sur... En gros, on va posséder, nous, quelques gemmes par deux que l'on va devoir placer sur un plateau, histoire de faire des lignes, etc. Ça va faire bouger des marqueurs, finalement, qui vont nous faire scorer sur notre propre plateau. Voilà, ça peut être ingénieux, mais encore une fois, c'est du jeu abstrait, donc j'ai aucune attente autour de ce jeu-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Plan de bataille, qui est un jeu, finalement, qui s'inspire du Morpion. On va avoir des petits plateaux devant nous, on va devoir placer des légumes, etc. Chaque joueur possède un plateau finalement, mais on les colle pour former un plateau de jeu. On va placer des légumes, tout ça dessus, histoire de réussir à scorer de façon Morpion. Pareil, aucune attente là-dessus, parce que c'est du petit jeu, et que c'est pas nécessairement ce qui m'intéresse. On en a un qui ressemble beaucoup à Point Salad, ou Salade de points. Marché léger, donc Marché léger, c'est un jeu qui va jouer sur une sorte d'économie évolutive en fonction de la collection de cartes que l'on va avoir. C'est-à-dire que si on obtient un certain nombre de carottes, eh bien la valeur de la carotte va augmenter, et puis si ça dépasse, eh bien ça redescendra à 0, et à la fin, en fonction de tout ce qu'on a pris, on gardera la valeur définitive de tous les aliments, et on scorera. Voilà, pareil, aucune attente derrière ce jeu-là. On a un jeu qui s'appelle Candy Conquest. Donc Candy Conquest, c'est un plateau en plastique, voilà, qui joue sur les 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on va devoir placer des pièces en fait à certains endroits du plateau pour pouvoir constituer des patterns suivant des étages aussi. On va avoir des escaliers à réaliser, etc. Voilà, ça reste du jeu abstrait. Donc pareil, aucune attente là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc New York Medical Mysteries New York Service d'urgence. Donc ça, c'est un jeu d'enquête sur le milieu médical. Il va falloir donc soigner des patients. On a plusieurs enveloppes à ouvrir, ça coûte 30 €. Voilà, ça, mon attente, elle est quasi maximale, je dirais là-dessus, parce que j'aime beaucoup les jeux d'enquête, et je suis assez hypé parce que par la thématique, tout du moins, de ce qui est proposé. Donc j'attends de voir en le testant. Je sais que j'ai un kit de démo aussi à la maison, et j'ai la boîte d'ailleurs de Medical Mysteries, donc ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler sur la chaîne. Mais voilà, c'est curieux de voir finalement ce que ça va donner dans cet esprit médical. Voilà pour Medical Mysteries. Un jeu qui s'appelle Casque Chèque Chat. Donc ça, il va falloir faire deviner des mots en jouant avec d'autres mots et les mêmes intonations, les mêmes syllabes finalement. Voilà, l'exemple c'était toucan camion, il faut trouver tout en camion. Voilà, aucune attente derrière ce jeu-là, encore une fois, c'est du petit jeu, et je ne suis pas nécessairement intéressé. Donc ensuite on a Agent Avenue. Donc ça, Agent Avenue, c'est un jeu qui a eu
a sa petite hype, faut qu'il y ait sa petite hype, les gens l'attendent. Donc l'idée c'est qu'on va devoir donc fournir 2 cartes voilà, à notre adversaire, c'est un 2 joueurs exclusif. On va choisir soit la carte révélée, soit la carte face cachée, et en fonction de ce qu'on a choisi, on va faire progresser un marqueur qui est en gros une course-poursuite entre 2 joueurs. Si on rattrape un joueur, eh bien on l'emporte. À côté de ça, il y a des petits pouvoirs qu'on va pouvoir débloquer également en arrivant sur certaines cases spécifiques. Voilà, donc ma hype, elle est médium sur celle-ci. J'attends de voir parce que ça a l'air quand même assez original, c'est très beau, et à voir finalement pour y jouer soit avec ma fille, soit un midi, etc. Ça peut être intéressant. Ensuite, je redescends chez Super Meeple. Donc Super Meeple, je vais pas vous présenter grand chose puisque je vous ai fait une vidéo tout simplement dans laquelle je vous parle déjà de Beyond the Horizon et Wondrous Creature, qui sont 2 jeux qui m'ont vraiment beaucoup plu. Si jamais vous voulez voir la vidéo, vous trouverez le lien quelque part à un moment sur la chaîne. Mais là, j'ai testé Ironwood et ça, j'avais vraiment, c'était l'un de ceux que je voulais vraiment tester sur ce festival. Et donc Ironwood, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est un 2 joueurs exclusif, donc c'est du Mind Clash Games à l'origine, et donc là édité chez Super Meeple, enfin localisé chez Super Meeple. Le but du jeu, c'est qu'on va avoir donc les cuirassés face, et j'ai perdu le petit nom je cherche du peuple d'en face, le peuple des forêts, alors, je retrouverai le nom, c'est pas très important. L'idée, c'est que donc on est sur un 2 joueurs pur, on est asymétrique dans le sens où on va pas avoir les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'on a les cuirassés qui ont donc des pièces en métal, eux leur but va être de construire 3 forges. Donc on va devoir construire 3 forges par le biais de cartes. Au contraire, le peuple d'en face, lui, va devoir tenter de dénicher des totems pour pouvoir les emmener à l'extérieur du plateau. S'il le fait 3 fois, il l'emporte. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on va avoir une phase de début de tour, on va gagner des ressources, etc. Mais le cœur du jeu, il est lors de la phase d'action, puisque la phase d'action, on a une main de cartes, on a des cartes qui sont ici en permanence, et des cartes que l'on va piocher. Et on va devoir jouer l'un après l'autre une carte, donc devant nous, on va en jouer jusqu'à 3, enfin même on va jouer 3, ce sera 3 actions que l'on va réaliser, et par ce biais, donc on va choisir ce que l'on va faire sur les cartes, les effets de cartes qui sont indiqués. On pourra déplacer des troupes, on va pouvoir déplacer une foreuse pour le cuirassé qui permettra de collecter des gemmes, les gemmes qui seront nécessaires, notamment pour construire les forges, entre autres. On va avoir la possibilité de récolter des cartes vision pour le peuple des forêts, qui lui, ces cartes vision, ce sont les cartes qui représentent les lieux du plateau, donc ça il les garde face cachée, et c'est de par ce biais qu'il va pouvoir tirer les totems s'ils se trouvent à côté, à condition qu'il n'y ait aucun cuirassé sur ce lieu-là. Dans ce cas-là, le totem est extrait, maintenant il faut l'emmener à l'extérieur, mais attention, on n'a que 2 tours, puisque le totem perd de sa force tant qu'il est retiré finalement de son lieu de prédilection. Donc on va jouer vraiment comme ça l'un après l'autre avec une édition qui est assez dingue et le jeu a une tension qui est folle, on est tout le temps en permanence, on est vraiment en permanence en train de se demander si soit on doit jouer pour nous, pour notre objectif, ou si on doit essayer d'aller contrer notre adversaire. On a un système de combat qui est très simple, on cache des cartes, on met des cartes face cachée, en fonction du nombre d'unités qu'on a, etc. On va en éliminer force, attaque, défense, etc. On compte la domination, celui qui l'emporte, il va pouvoir pousser les unités adverses, donc ce qui permettra de déséquilibrer finalement le jeu, donc c'est très intéressant. Voilà pour Ironwood, donc j'ai une boîte, je pourrais vous en parler, mais ma hype là-dessus, elle est maximale, puisque je trouve ça juste merveilleux, je trouve ça tendu, je trouve ça ingénieux, je trouve que le système de cartes est vraiment intelligent, et en plus de ça, en 1 heure, on peut torcher une partie, alors que vraiment, il y a une profondeur de jeu qui est très intéressante. Donc voilà, j'ai découvert Toy Battle. Donc Toy Battle, c'est un jeu qui a un design très Clash Royale, hein. Clairement, c'est vraiment l'inspiration. Et l'idée, c'est qu'il va falloir donc partir de son château et aller recouvrir le château adverse avec l'une de nos pièces ou collecter 7 points de victoire. Pour ça, on a un chevalet donc avec des pièces dessus, des pièces qui valent de 0 à, enfin de canard à dire vrai, jusqu'à 7. Donc ça, au départ, on va en piocher au hasard. Et à chaque tour, soit on pose une pièce, soit donc on pose une pièce sur un des points du plateau, soit on en pioche 2. Le truc, c'est que pour poser ces fameuses pièces, eh bien, elles vont avoir des chiffres, il va falloir soit les poser sur un endroit vide et qui est connecté à notre château, soit directement connecté, soit par le biais de pièces adjacentes que l'on possède, soit on va pouvoir recouvrir une pièce adverse à condition que notre chiffre soit plus fort ou qu'on ait utilisé le canard qui lui peut tout recouvrir, mais peut se faire recouvrir partout. Le truc, c'est que chacune des pièces possède un pouvoir, sauf le numéro 7 qui est le plus fort, qui est le T-Rex, qui son pouvoir en gros c'est d'être le plus fort. Voilà. On ne demande pas grand chose d'autre. On va avoir des pouvoirs qui vont permettre de supprimer des tuiles, enfin de retirer des tuiles adverses, des pouvoirs qui vont permettre d'en piocher d'autres, etc. etc. Et c'est super ingénieux Toy Battle, ça s'apprend très rapidement, et il y a une vraie tension, il y a une vraie stratégie autour de ce jeu-là,
puisque l'on va vraiment tenter à la fois de bloquer notre adversaire sur sa progression, mais aussi d'aller tenter de l'écraser sur son château ou de collecter des points de victoire. Et pour ce faire, eh bien, on a des points de victoire qui sont sur le plateau. Il va falloir entourer ces points de victoire avec nos pièces pour pouvoir les collecter. Le plateau qu'on a joué nécessitait de gagner 7 points de victoire pour pouvoir l'emporter ou de recouvrir le château adverse. Voilà. Ma hype, elle est semi-maximale là-dessus parce que le jeu est génial, hein, vraiment, il est très cool. Par contre, c'est un jeu qui est très très accessible et c'est pas vraiment... C'est un truc que je pourrais jouer avec ma fille, mais vraiment, je vais pas empiler de fou les parties dessus. Par contre, je comprends totalement la hype autour de ce jeu-là et à mon sens, c'est mérité. Ensuite, j'ai testé Kelp, donc Kelp qui est un jeu qui va être distribué par Asmodée. C'est un jeu asymétrique, donc c'est une pieuvre qui joue contre un requin. L'idée, c'est que la pieuvre va avoir des blocs qui sont face cachée, enfin en tout cas le requin voit pas ce qui se trouve dessus, et l'un de ces blocs comporte donc la pieuvre. Donc on est sur un quadrillage de 3x3. Le requin, lui, va devoir déambuler finalement dans les fonds sous-marins, et tenter d'attaquer donc à certains endroits pour dénicher si la pieuvre s'y trouve. Le truc, c'est que les deux joueurs jouent de manière radicalement différente, puisque le joueur qui possède la pieuvre va avoir des cartes qu'il va jouer pendant son tour pour pouvoir pour pouvoir déplacer des blocs, les intervertir, les mettre dans un sac, les mélanger, les reposer cachés, etc. Sauf qu'en jouant ces cartes, il va devoir coucher des blocs, donc les révéler de telle manière donc à payer les effets des cartes, mais du coup en donnant un avantage à l'adversaire qui va pouvoir voir que la pieuvre n'est pas à cet endroit, par exemple. Le truc, c'est que en face, le jeu n'est pas du tout le même, puisque le requin, lui, va jouer suivant un système de backbuilding avec des dés. Il va piocher des dés dans le sac, et il y a 3 couleurs, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge. Le bleu permet de se déplacer plus rapidement sur la map, le jaune permet de créer une détection, de faire de la détection, c'est-à-dire que lorsqu'il est à côté d'une case, si le chiffre du dé correspond, parce qu'il faut les lancer évidemment, il va pouvoir révéler le cube qui se trouve dessus et déterminer si c'est la pieuvre ou non, et le rouge, lui, va lui permettre d'attaquer cette dite pieuvre. S'il réussit à trouver la pieuvre et à l'attaquer, il y a un système finalement de bluff, voilà, où on a 3 cartes qui correspondent à 3 types d'esquives pour la pieuvre et 3 types de contre pour le requin, et si jamais la pieuvre et le requin jouent la même carte, eh bien le requin l'emporte, il a réussi à bloquer, à contrer donc l'échappatoire de la pieuvre, et il la croque, et c'est terminé. À côté de ça, le requin va gagner des pouvoirs au fur et à mesure qu'il obtient des dés. Il faut pas qu'il traîne de trop non plus, parce qu'il y a une jauge d'épuisement, c'est le nombre de dés qu'il va mettre sur le côté, en fonction du nombre d'attaques qu'il va faire, qui va faire que s'il arrive tout au bout, il sera trop épuisé pour l'emporter. Voilà. Pour Kelp, donc j'ai fait qu'une seule partie, j'ai pas été très emballé, puisque j'ai vraiment l'impression que les deux joueurs jouent radicalement différents. Ça, c'est pas une mauvaise chose, mais j'ai surtout l'impression qu'il y a un joueur qui s'amuse plus que l'autre. Le requin, j'ai l'impression qu'il subit plus la partie vis-à-vis de ce qu'il va piocher en fonction des dés, alors que la pieuvre a plus de contrôle vis-à-vis des cartes notamment qu'elle va acheter. Elle sait à peu près ce qu'il y a dans sa défausse, elle sait à peu près ce qu'elle va piocher, elle va pouvoir détruire des cartes d'ailleurs par ce biais. Donc voilà, mon attente, elle est quasi nulle sur Kelp. Si je l'obtiens, si j'ai la possibilité de le récupérer d'une manière ou d'une autre, je serais content de le retester tout de même, histoire de voir un peu si ce ressenti se confirme, mais c'est vrai que pour le moment, c'est pas la folie. Donc voilà, concernant Kelp. Ensuite, j'ai pu voir le futur Super Meeple qui s'appelle Thésaurus, donc c'est un jeu de Cédric Millet qui est en développement depuis 7 ans, je crois. Un jeu qui se veut extrêmement thématique et assez fat, donc on est vraiment sur du jeu expert supra-thématique. Les joueurs qui l'ont joué sur le festival semblaient convaincus de par le fait que finalement la thématique réussit à porter le jeu dans le sens où il n'est pas nécessaire de revenir régulièrement au livret de règles. Donc je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que bon, c'est superbe, l'édition est vraiment propre, là c'était encore du prototype, mais il y a une grosse attente, en tout cas moi ma hype elle est maximale sur ce jeu là, puisque je suis vraiment content de voir des jeux experts avec une thématique forte, une thématique assumée. C'est quelque chose qui à mon sens est nécessaire vraiment pour voir perdurer le jeu expert, et je suis très content de voir ce Thésaurus, je dis pas de bêtises, Thésaurus débarquer, donc je sais plus pour quand c'est, avant ou après l'été, peu importe, on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, j'ai pu voir, donc ça je vous en reparlerai aussi, un microgame chez Matago, donc Oko, le microgame d'affrontement de samouraï, donc sur la licence Oko. Je connais pas du tout la licence Oko, donc je vais pas aller me développer là-dessus, mais en gros on a des cartes dans la main qui vont nous permettre de soit changer de garde, soit effectuer des mouvements, soit attaquer en fonction de notre garde, et en fait, en fonction de ce que va faire notre adversaire, il va se déplacer, etc. On va peut-être se retrouver au bon endroit pour pouvoir taper, ou pas, ou être dans la bonne garde, ou non, etc. Donc il y a une vraie notion de bluff, une vraie notion de gestion de notre main, etc.
Donc ça, ma hype, elle est quasi nulle là-dessus. J'ai bien aimé, attention, y jouer, c'est pas ça. C'est que je sais que c'est ce type de jeu-là à deux, où j'y jouerai une fois ou deux, et j'aurais pas nécessairement envie d'y revenir, même si l'édition est très jolie. À côté de ça, on a un Panda Spin aussi, Panda Spin qui est encore une déclinaison un peu éloignée du président, dans lequel on va avoir des cartes donc qui vont se retourner au fur et à mesure qu'on va les jouer. C'est pareil, quasi nul la hype autour de ça, parce que finalement les jeux de cartes, je crois que j'en ai un petit peu ras le cul, on va pas se mentir. Je suis plus fan de jeux de plateau, mais quoi qu'il en soit, j'aurai la possibilité de le tester et peut-être de changer d'avis, de me dire ok, peut-être que finalement celui-ci il a ce petit truc en plus qui fait que j'ai vraiment envie de l'exploiter, mais pour l'instant ça n'est pas ça. Ce qui me hype beaucoup plus, par contre, c'est le futur, le prochain Kevin Wilson qui arrive, Kinfire Delve. Donc, il y aura plusieurs déclinaisons de ça, il y en aura 3, il y aura 3 univers différents, et donc c'est du dungeon crawler assez light qui se joue avec des cartes, voilà. Ça devrait arriver normalement au début de l'été, et ça, j'ai une grosse attente derrière ça, parce que déjà le jeu est magnifique, de 2 c'est Kevin Wilson, forcément ça m'intéresse. À voir donc finalement ce que ça donnera par la suite, donc hype maximale sur celui-ci. Ensuite, j'ai pu voir le jeu Beyond. Donc Beyond, c'est un jeu qui dans lequel on va devoir aller chercher, donc on va piocher des cartes suivant un système de stop ou encore, me semble-t-il. Là, c'est juste un pitch que j'ai eu, j'ai le jeu, je pourrais vous en reparler. Un système de stop ou encore, l'idée, ça va être de reconstituer des fresques chez nous. Lorsque l'on reconstitue des fresques, eh bien, je crois qu'on obtient le plus de points, etc. Sauf que les cartes que l'on va pas utiliser, eh bien, on va pouvoir les donner à notre adversaire pour aller les emmerder. Je pitch très rapidement parce qu'encore une fois, j'y ai pas joué. Mon degré d'attente là-dessus, il est assez médian. J'attends de voir parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez original derrière ce jeu-là. Ça reste un petit jeu, mais il y a une DA qui est assez intéressante. Il y a une mécanique de jeu qui me semble aussi assez intéressante. À voir par la suite, donc ça, je vous en reparlerai très bientôt. Ensuite, je suis passé chez Monolith. Et alors là, chez Monolith, il y avait des choses assez intéressantes. Alors, il y avait par exemple le futur jeu de plateau L5R, donc la légende des 5 anneaux, qui est donc un jeu qui va se valoir, qui se veut assez accessible avec un système 2D, voilà, donc ça restera à voir, je vous montre les photos, mais j'aurais pas grand chose à en dire de plus, parce qu'encore une fois je l'ai pas testé, mon attente elle est assez médium aussi là-dessus, puisque vraiment j'ai pas pu le tester plus que ça, mais je suis quand même assez fan de l'univers de la légende des 5 anneaux, donc à voir. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le futur Ragebusters. Donc Ragebusters, c'était anciennement chez Mythic Games, donc c'est un jeu que j'avais eu en all-in, j'ai revendu entre temps parce que je trouvais que le jeu était quasi injouable. Et donc là on a Ragebusters Reloaded, donc j'ai pu voir toutes les nouveautés, discuter de ça avec Monolith, donc toutes les nouveautés, les améliorations qui ont été apportées vis-à-vis du jeu, notamment le système de bruit a été radicalement repensé, exit le dé de bruit, désormais on est sur un bruit qui est généré dès qu'on va faire du bruit, c'est tout simple, on va faire baisser finalement une icône de cette manière-là, et inlassablement, au bout d'un moment, on va rejoindre le marqueur de tour, ce qui fait qu'on va passer en mode alerte, et c'est là où on va commencer à bourrer comme des cons. Et autour de ça aussi, le système de loot a été repensé, l'affreux système de loot de la première édition où on en foutait partout, finalement on ramassait rien, a été remplacé par un système de cartes plus intéressant. On a des nouveaux plateaux aussi qui permettent de retrouver toutes les informations nécessaires à notre personnage, donc tout ce qui est mots-clés, etc., sans avoir à fouiller dans le livret de règles. Et on a aussi des nouveaux systèmes avec il y a des miradors notamment qui étaient montrés, donc des nouveaux scénarios avec un jeu de hauteur qui fonctionnera. En globalité, j'ai la sensation d'un jeu qui sera beaucoup plus dynamique, beaucoup plus facile à sortir, beaucoup plus facile à appréhender de par notamment l'efficacité de son matériel et l'efficacité des règles. Donc ma hype, elle est maximale totale sur ce Ragebusters, parce que c'est un univers de fou que j'avais vraiment adoré, par contre qui avait été totalement plombé par des règles affreuses. Et donc là, je suis très content de pouvoir voir revenir ce Ragebusters sous une meilleure finalement, sous une plus belle baguette. Par le biais donc de Monolith. J'ai pu tester aussi Présage, donc Présage, un jeu qui fait beaucoup parler de lui sur le festival, donc c'est un jeu à partir de 4 joueurs, c'est du 4 à 6 joueurs, jeu en équipe, dans lequel on va devoir donc se débarrasser de la totalité des cartes, donc quand on joue en équipe, par exemple je prends une équipe de 2, eh bien l'un des 2 joueurs va devoir se débarrasser de la totalité des cartes pour faire gagner une manche à son équipe. Lorsque l'équipe remporte 2 manches, eh bien c'est gagné.
Comment ça se passe? Eh bien, on a des cartes qui ont une valeur, je crois que c'est jusqu'à 34. Le truc, c'est que lorsque l'on va jouer une carte, eh bien, il y aura un effet dessus. Par exemple, la carte, il y aura marqué toutes les cartes jaunes seront défaussées. Donc à partir de là, eh bien, les joueurs vont prendre en compte cette information-là et peut-être jouer des cartes jaunes pour pouvoir les défausser. Sauf que peut-être que ces cartes jaunes ont un effet qui vont favoriser les adversaires. Donc on va réfléchir à peut-être utiliser autre chose. On va avoir des cartes qui vont permettre d'échanger notre carte avec celle de notre adversaire. On a les cartes, alors j'ai perdu le nom des cartes bleues les plus fortes, qui permettent de, finalement, lorsqu'on a la carte la plus forte, à la fin de la manche, on finit par la défausser, donc c'est une bonne chose. Mais on va forcément, en fonction de l'ordre du tour, subir parfois ce qui va se passer dans le jeu. Par exemple, si je joue en premier et que je joue une carte qui est très intéressante, et bien, elle sera peut-être contrée par l'un de mes adversaires, ou peut-être que mon coéquipier réussira à en profiter quand même. Bref, il y a un vrai truc très très chouette autour de ce présage, il y a une vraie osmose, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est très intéressant. Ma hype elle est totale sur ce présage, alors que c'est un jeu de cartes, un petit jeu de cartes qui ne m'aurait pas nécessairement intéressé, mais je trouve que le système en équipe est vraiment intéressant, et que le fonctionnement finalement de ce jeu de cartes par élimination, je le trouve très intéressant, donc voilà pour présage, et l'édition elle est folle, comme d'habitude chez Spiral Edition, donc, et j'ai une boîte, donc je pourrais également vous en parler à ce moment-là. Ensuite, très rapidement, parce que je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai puisque j'ai aussi une boîte. Je suis passé sur le stand de Studio H pour aller jouer à Leaders. Leaders, le jeu d'affrontement de joueurs, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, je l'avais testé sur BGA. C'est un jeu qui s'inspire un peu c'est du jeu de placement en façon échec, dans lequel on va au départ avoir un leader, puis on va pouvoir drafter des personnages qui ont des pouvoirs spécifiques, et l'idée ça va être d'encercler le leader adverse pour pouvoir l'emporter. L'édition est incroyable, le jeu c'est probablement l'une des plus grosses sensations de ce salon de Cannes, c'est celui dont j'ai le plus entendu parler, et donc vraiment ma hype, encore une fois, même si j'ai le jeu, hein, mais elle est totale sur ce jeu-là, puisque j'ai déjà testé, donc j'aurai l'occasion évidemment de vous en reparler. Ensuite, j'ai testé un jeu qui s'appelle Dice Mission, donc Dice Mission chez Holden Game, qui est un jeu de combinaison de dés, mais assez original, dans le sens où on va avoir des missions à accomplir. On a des missions qui vont concerner nos dés exclusivement, des missions qui vont concerner un affrontement entre nos dés et celui de nos adversaires, donc essayer d'avoir plus de ceci que notre adversaire, et des dés qui vont utiliser les dés de tout le monde. Donc vraiment une mission globale. Et c'est assez original finalement, puisque on va aussi posséder, si jamais on n'arrive pas à accomplir une mission pendant notre tour, eh bien on va pouvoir aller chercher des pouvoirs, des cartes bonus que l'on va pouvoir claquer finalement pour pouvoir modifier des résultats de dés, pour pouvoir empêcher notre adversaire de faire des choses, etc. Le but ce sera donc de réaliser toutes les couleurs de mission pour pouvoir l'emporter, et donc c'est super intéressant finalement, parce que je m'attendais vraiment à un jeu de dés supra classique, et cette idée de pouvoir aussi utiliser les dés de nos adversaires que notre adversaire a lancé pour accomplir nos propres missions, de pouvoir aussi voir ce que notre adversaire a joué, voilà, parce que je l'ai pas dit, mais en fait, celui qui joue en premier, il choisit le nombre de dés qui sera lancé et le nombre de relances, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que si j'ai une mission qui nécessite que 2 dés, bah, je vais en lancer 2, là j'ai pas le bon résultat, je peux faire une relance, ok je m'arrête, donc mon adversaire sera obligé de jouer seulement 2 dés et de faire seulement une relance. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très original, je trouve, autour de ce Dice Mission, donc j'ai une attente qui est juste en dessous du max, parce que ça reste un petit jeu que je sortirai pas régulièrement, mais j'ai été très surpris finalement par la mécanique que j'ai trouvé originale pour un jeu de dés. Ensuite, j'ai eu l'occasion de tester Eternal Decks. Donc Eternal Decks qui est un jeu de cartes coopératif. Donc l'idée c'est que chaque joueur va avoir un deck de cartes de couleurs avec des chiffres dessus. Et comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien il va falloir accomplir remplir des conditions finalement sur un plateau qui est un tapis. On va avoir des conditions, donc là le scénario présenté nécessitait 3 conditions. Il y avait une condition qui disait qu'il fallait jouer des cartes croissantes de 1 à 9. Enfin de 1 à 9, les cartes croissantes, voilà, les cartes vont de 1 à 9 de manière globale, c'est ça que je vais vous dire, donc on peut faire 2, 3, 4, 6, voilà. En décroissance, et aussi une carte camp qui disait qu'il fallait qu'à chaque fois qu'on mettait une carte, il fallait pas qu'il ait la même couleur que celle précédente, ou le même chiffre. Donc le truc c'est que lorsque l'on a complété une ligne, celui qui pose la dernière carte récupère un deck, il y a des sortes de divinités qui sont affichées dessus, ces divinités sont placées en haut et infligent donc un malus pour toute la team, c'est-à-dire qu'on va peut-être plus avoir la possibilité de jouer des cartes rouges, peut-être plus la possibilité de jouer des 4, etc. Pour pouvoir annuler ça, on va devoir jeter des cartes dans une rivière spécifique qui se trouve tout en bas, afin d'accomplir finalement l'une des conditions, donc jeter 3 cartes de même couleur, 3 cartes de couleurs différentes, 2 cartes random, etc. pour prendre un petit joyau et cacher ces contraintes pour pouvoir progresser et continuer de jouer plus facilement. Le truc c'est que si un joueur se retrouve sans carte et qu'il doit jouer, la partie est terminée. Également si jamais en bas
on a complété un certain nombre de fois la rivière donc de cartes achetées, et bien la partie est terminée et perdue également. Voilà, il y a la possibilité d'échanger des cartes aussi, etc. Le jeu est magnifique, il est super original, vraiment, il est très original, il fonctionne très bien, c'est une grosse hype sur Eternal Dex, qui est probablement l'un des meilleurs jeux que j'ai vu sur le salon de Vichy en termes d'originalité, d'efficacité, en termes de direction artistique, donc vraiment grosse attente derrière ce Eternal Dex. Ensuite, donc, j'ai joué à Couronne de Sand, donc Couronne de Sand encore chez Pixie Games, qui est un jeu d'affrontement très interactif, on joue jusqu'à 4 joueurs. L'idée, c'est que lorsque l'on commence, chaque joueur possède un royaume, donc dans un des coins du plateau, et au centre, on a le roi maléfique, voilà, qu'on va tenter de déboulonner, parce qu'il a réduit finalement le royaume en cendres. Et le truc, c'est que on va jouer sur un système de placement d'ouvriers très classique. On va les placer à un endroit, cet endroit va nous permettre soit de collecter des ressources, soit d'aller construire des bâtiments qui sont une autre manière de collecter des ressources, mais aussi des points de victoire si c'est dans notre propre royaume, et on va pouvoir attaquer bien évidemment soit le roi au centre, soit nos adversaires afin de leur subtiliser les royaumes. Comment est-ce que ça marche lorsqu'on attaque? Eh bien on se met sur un endroit avec notre petit bonhomme, et à partir de là, notre adversaire, lui, il a une défense qui est visible, donc c'est un avantage pour l'attaquant, mais en cas d'égalité, c'est le défenseur qui l'emporte. Et donc l'attaquant, lui, va jouer jusqu'à 2 cartes de sa main, donc qui ont des forces, etc., mais aussi va jouer une carte supplémentaire qui va peut-être rajouter des points de force, et qui va donner aussi des récompenses en cas de réussite ou de défaite. Et notre adversaire fait de même. Ce qui fait que parfois vous allez attaquer tout en sachant que vous allez perdre, simplement pour récupérer un bonus comme des pièces d'or qui peuvent être utilisées comme joker ou qui sont utilisées pour construire des bâtiments. Voilà, on va jouer ça pendant 4 manches. À la fin de chaque manche, on va scorer des points de victoire en fonction des territoires qu'on contrôle et du nombre d'améliorations de bâtiments que l'on a faites. Également, celui qui contrôle le centre, donc voilà, le roi, celui qui a chassé le roi et qui contrôle encore le centre, obtiendra 4, 5, 6, 7 points en fonction de la manche dans laquelle on se trouve. Voilà, c'est super, Couronne de Sand, j'ai trouvé ça vraiment cool, donc attente maximale encore une fois sur ce jeu-là, puisqu'on a un jeu qui est extrêmement accessible. Je suis pas forcément fan des jeux à confrontation directe comme ça, mais là c'est le jeu. C'est-à-dire que, tu vois, c'est un peu comme un Black Rose Wars Renaissance. C'est-à-dire que tu sais que tu vas te faire taper, tu sais que tu vas mourir, ça fait partie du jeu, et c'est pas grave, c'est pas punitif comme pourrait l'être un Cyclade notamment, où on se retrouverait prostré là dans notre coin, à attendre que la partie se termine. Non, ici on sait qu'on va se faire taper, on sait qu'on va se faire déloger, mais finalement c'est supra-dynamique, puisqu'on va reprendre du territoire, on va reconstruire notre deck, et on va repartir. Et ça, je trouve ça très intéressant, en tout cas, d'avoir un jeu dans cette gamme-là, donc d'interaction très forte, très directe et très dynamique. Donc voilà, et puis en plus je trouve ça superbe, Couronne de Sand. Voilà. J'ai eu l'occasion ensuite de tester Tir na Nog. Donc Tir na Nog, c'est Tir na Nog Saga de l'Autre Monde, c'est chez Lucky Duck Games que ça arrive. C'est un jeu de construction de tableaux de cartes un peu à la Wingspan, donc on va avoir 3 lignes, voilà. La seule chose, la différence avec Wingspan, c'est que sur ces lignes-là, en fait, on va scorer en fonction des conditions qui sont affichées. Par exemple, là, la mise en place qui était faite pour le festival, en haut, il fallait avoir que des cartes, on scorait sur nos cartes si jamais les chiffres dans la colonne et dans la ligne, voilà, il n'y avait pas de chiffres identiques dans la colonne et dans la ligne, je vais arriver, si on avait un 8 ici, qu'il n'y en avait pas ici, qu'il n'y en avait pas là, et bien on scorait 8, et puis pareil si on avait mis un 3 ici, puis pareil si on avait mis un 4, t'as pigé l'idée. Le truc, c'est qu'on va aussi avoir une ligne qui nous permet de scorer en fonction du nombre de cartes identiques, de valeurs identiques que l'on trouve dans la ligne, etc. Mais la grande force finalement de Tir na Nog, la grande subtilité, c'est qu'il y a une interaction forte sur la sélection des cartes. Lorsqu'on va sélectionner les cartes, on a une grille de 3 par 5, et donc on va prendre un instrument qui est finalement notre jeton, que l'on va placer entre 2 cartes. On pré-réserve finalement. On fait ça dans l'ordre du tour, mais ensuite, dans l'ordre inverse du tour, les joueurs vont retirer l'un de ces jetons qu'ils ont placé au préalable et prendre une carte qui était en dessous. Et dans ce cas-là, il la prend, il joue une de ces cartes de sa main donc dans sa grille de jeu, et on continue comme ça, et on fait ça, je crois que c'est 4 manches. 5 manches. 5 manches, c'est ça, c'est 5 manches. Voilà pour Tir na Nog, donc il y a des effets de cartes aussi qui permettent de faire modifier de manière dynamique les différents chiffres donc, qui se trouvent sur les cartes. Donc si on réfléchit bien et qu'on se combine bien, eh bien on peut se retrouver avec finalement avoir des chiffres qui vont nous aider ou pas, enfin bref. Et aussi à la fin de la partie, on score en fonction des zones de couleurs que l'on va générer, donc les zones de couleurs majoritaires. Celui qui a le plus de cartes jaunes adjacentes, eh bien va obtenir, je crois que c'est 13 points, le deuxième il obtient 6 points, ce genre de choses-là. Et voilà, et on score à la fin de cette manière-là, en fonction du respect des différentes conditions. Tir na Nog, c'est très très bien, mon attente elle est quasi maximale, j'ai un léger doute, ceci dit, sur la rejouabilité à long terme. Alors,
parce que les cartes, il y a beaucoup de cartes qui ont des effets qui se répètent. Donc j'attends de voir finalement ce qui sera proposé, mais néanmoins, il y a pas mal de petites planches finalement pour créer ces différentes conditions de scoring, donc on va avoir quand même des parties différentes autour de ça, et donc je pense qu'il n'y a aucun souci, Tirnanog, ça devrait fonctionner, si ce n'est que le nom, voilà, il est insupportable, c'est difficile à retenir ce truc-là, mais quoi qu'il en soit, ça marche bien. Ensuite, chez BlackRock, j'ai pu voir Micro Macro Kids, le parc zinzin, donc ça fonctionne tout comme un Micro Macro, si ce n'est que c'est un petit peu plus épuré, dans le sens où ce sera plus lisible pour les plus jeunes, et il y a quelques petites choses qui ont été corrigées, notamment, dedans, vous allez avoir des petits jetons translucides verts qui permettent de suivre un personnage, voilà, vous le placez là, vous avez vu le suivant, vous le placez là, etc. Certains d'entre vous utilisaient des petites méthodes, voilà, artisanales pour pouvoir le faire, et bien là, c'est plus la peine, maintenant, il y aura des jetons qui permettront de faire ça. Aussi, exit les cartes à mettre, voilà, pour se spoiler, à mettre dans les enveloppes, ça c'est terminé, maintenant on a un petit cahier à spirale qui évite justement cette manipulation avant de jouer, donc pas grand chose à dire de plus là-dessus, je suis très curieux de voir finalement comment vont réagir mes enfants par rapport à celui-ci. Je suis content de voir qu'il y a une progression finalement du matériel vis-à-de des retours des différents joueurs, mon attente elle est totalement médium là-dessus parce que je vais pas faire des parties de 2-3 heures de micro-macro, mais je suis toujours très curieux de voir ce qui sera proposé, ce qui est proposé ensuite. Ensuite, le fameux Mitsekatsu. Mitsekatsu qui est un party game dans lequel, enfin c'est un jeu d'ambiance, dans lequel coopératif, dans lequel il va falloir réaliser une chorégraphie tout en répétant Mitsekatsu. Alors là, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Eh bien, en fait, la chorégraphie commence toujours par le capitaine, celui qui a le petit chat qui fait pouic-pouic, qui va répéter Mitsekatsu, Mitsekatsu 2 fois. Et ensuite, le troisième Mitsekatsu correspondra à un mouvement qui sera indiqué sur une carte qui aura été piochée au hasard, donc du type, faire un truc comme ça, puis faire un truc comme ça, etc., etc. Au départ, on n'a qu'une carte, puis ensuite, si tout le monde a réussi, on en a une deuxième, sauf qu'on cache la première, il faut s'en rappeler. Ensuite, une troisième, et on cache, etc., etc., etc. T'as pigé l'idée. Ça fonctionnera seulement soit si t'es carrément alcoolisé et que t'es désinhibé et que t'as peur de rien, soit si t'as peur de rien de base. Voilà, si clairement t'as un petit peu honte, etc., que t'as pas trop envie de t'exhiber, Mitsekatsu, ça risque de pas être pour toi. Maintenant, je pense que si clairement t'es entre potes, bien éméchés, ou vraiment en train de kiffer ta vie, Mitsekatsu, ça peut être méga drôle, donc à voir. Mon attente, elle est médium aussi là-dessus, parce que je suis pas certain d'avoir les joueurs pour pouvoir jouer à ça. Ensuite, j'ai eu une présentation de Sail, donc un jeu de joueurs coopératif dans lequel il va falloir donc jouer des cartes. C'est un jeu de pli, on va devoir jouer des cartes, réaliser des associations pour pouvoir faire progresser notre petit bateau suivant une ligne, voilà, en évitant les obstacles, etc. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer parce que les tables étaient prises d'assaut, mais voilà, mon attente, elle est quasi maximale là-dessus parce que j'ai trouvé déjà d'une que c'était magnifique et de deux que le système de jeu semblait extrêmement intéressant et original, donc à voir. Ensuite, il y a aussi le Love Letter Lovecraft, donc là j'ai eu une présentation du Love Letter Lovecraft, donc soit on aime Love Letter, soit on n'aime pas Love Letter. La particularité de celui-ci, c'est que déjà, donc c'est Z-Man Games qui donc travaille dans les mêmes studios désormais que les studios FFG, donc ils réutilisent les mêmes illustrations finalement qui ont été utilisées dans les jeux que vous connaissez comme Horror Arkham, etc. Mais en plus de ça, donc vous avez une mécanique qui est réutilisée, c'est ce qu'ils font dans les Love Letters, une mécanique de folie, c'est-à-dire lorsque vous allez jouer une carte de folie, eh bien vous allez devoir piocher une carte comme ça, la révéler, voir si c'est pas une carte de folie, si c'est le cas, squeak, c'est terminé. Par contre, si vous avez réussi à jouer 2 cartes de folie et que vous jouez derrière la carte Cthulhu, eh bien vous l'emportez. Voilà, l'idée c'est toujours la même, c'est d'être le dernier survivant, etc., etc. Mon attente est totalement médiane là-dessus, puisque Love Letter, j'y joue plus beaucoup, mais si je le reçois, très clairement, si je le trouve à un moment donné, je serais curieux quand même de le tester, de voir un peu ce que ça donne, ne serait-ce que pour l'univers. Ensuite, j'ai pu tester Flatiron. Donc Flatiron, c'est un jeu exclusivement de joueurs dans lequel on va s'affronter, donc c'est un jeu compétitif, il va falloir construire le Flatiron, qui est une sorte d'immeuble. Le truc, c'est que lorsque l'on va déplacer notre personnage, on va le mettre dans une des différentes avenues. Donc il y a Broadway, il y a 22nd Street, la Fifth Avenue, et j'ai perdu la dernière. On va se placer devant, il y a un paquet de cartes en face. On a le choix à partir de là. On achète la carte et on la met dans notre tableau d'action qui correspond à la rue sur laquelle est indiqué, enfin, qui est indiqué sur la carte. Soit on gagne des pièces,
soit on va réaliser les actions de l'avenue sur laquelle on se trouve, et donc c'est là qu'on va prendre notre petite table de cartes ainsi que les effets. Le truc c'est qu'à partir de là, on va pouvoir acheter des blocs de couleurs, ces blocs de couleurs qui sont donc les fondations du Flatiron, et on va pouvoir aussi utiliser des actions pour pouvoir le placer sur les différents espaces qui sont indiqués sur les différents étages du Flatiron. On pourra de par ce biais obtenir des points de victoire, mais aussi différents bonus. On aura aussi la possibilité de revendre ces blocs si on veut gagner de l'argent pour pouvoir acheter d'autres cartes plus tard, etc. Et construire évidemment l'étage supérieur si jamais on a bien mis les 3 fondations. Voilà. C'est un jeu qui je trouve fonctionne vraiment très bien. J'ai beaucoup apprécié ma partie, à voir si ça perdurerait sur le long terme, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de répétitivité qui s'installerait, mais vraiment mon attente elle est quasi maximale sur Flatiron puisque j'ai vraiment passé un bon moment. Je serais très curieux de pouvoir le retester suivant les différentes conditions de scoring et des effets bonus qui se trouvent sur les différents étages du Flatiron, mais voilà, avec une édition qui est bien soignée, avec des illustrations de Weberson Santiago, c'est très propre comme d'habitude, donc voilà. J'ai testé également le Gwent, le jeu qui est issu de The Witcher Wild Hunt, le jeu le Witcher 3, jeu vidéo. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, le jeu vidéo, et j'ai beaucoup joué au Gwent dans le jeu vidéo, donc j'étais assez curieux de voir finalement ce qui allait en ressortir, et il n'y a pas vraiment eu de surprise, hein. C'est exactement le même jeu, si ce n'est je crois qu'il y a quelques effets qui ont été réadaptés pour que ça fonctionne mieux. Je suis très perplexe finalement sur l'intérêt d'aller acheter un Gwent, si ce n'est pour les collectionneurs, ceux qui ont vraiment aimé le jeu vidéo. Je pense que si je le trouvais, je l'achèterais, mais vraiment la pertinence du jeu vis-à-vis des joueurs en eux-mêmes, pas forcément ceux qui ont connu le jeu vidéo, mais ceux qui veulent découvrir un nouveau jeu de cartes, ça me paraît tout de même assez léger. On joue pas mal sur l'histoire de... Il y a un côté bluff, puisque en fait il faut remporter 2 manches sur 3, suivant on va placer finalement des personnages qui ont des valeurs, qui vont déclencher des effets, etc. Pour pouvoir remporter une manche, il faut que la totalité de la force de nos cartes soit supérieure à celle de notre adversaire. Dans ce cas-là, il perd une petite gemme, s'il perd 2 gemmes, il a perdu. Voilà, ça arrive très tard, The Witcher de Gwent. Donc mon attente, elle est quasi nulle là-dessus. Je dis quasi parce que finalement, il y a le petit fan en moi qui se dit « Ok, si je le trouve, je le prendrai », mais vraiment... je peux pas, je vois pas l'intérêt ludique finalement de ce truc-là. Ensuite, chez Lucky Duck Games, de nouveau, j'ai pu tester Utan, donc le Utan qui était clairement leur figure de proue finalement sur leur stand. Il y en avait partout, il y en avait beaucoup. Utan, c'est un jeu dans lequel on va devoir, suivant un système à la Wallé, on va devoir placer donc des pétales de fleurs, enfin non même des fleurs d'ailleurs, sur notre plateau. On a une grille donc qui doit faire du 6 par 6. Et le truc, c'est que donc on va prendre des cartes, donc il y a des cartes qui sont révélées devant tous les joueurs, on en sélectionne une, il y a des fleurs qui sont affichées dessus, on les prend dans la réserve, et on les place de manière adjacente. Le truc, c'est qu'il y a des zones qui sont délimitées par de l'eau, lorsque l'on complète une zone, eh bien on obtient les points à la fin de la partie de la zone complétée si toutes les fleurs correspondent. Si jamais on superpose 2 fleurs identiques, on met un arbre à la place, et si toute la zone est recouverte d'arbres, eh bien on place un animal, et cet animal, il ne fait pas rien puisqu'il va générer des fleurs tout autour de lui si on le souhaite. Dans ce cas-là, on va avoir une espèce de réaction en chaîne qui va permettre donc d'optimiser finalement notre jeu, ou pas, parce qu'il y a des fois on n'aura pas envie de placer une fleur à un certain endroit parce que ça risque de fermer une zone et on peut placer qu'un seul animal par tour. Bref, je rentre un petit peu trop dans le détail, mais c'est pas grave. Donc c'est un jeu qui est assez classique finalement dans son fonctionnement. Ça peut être très intéressant à sortir parce que c'est finalement assez familial. J'attends de réessayer sur d'autres configurations. Encore une fois, celui-ci je l'ai, donc je pourrais vous le reproposer. Mon attente, elle est tout à fait médiane là-dessus puisque j'attends finalement d'avoir des sensations de jeu différentes en fonction des différentes configurations possibles. J'attends de voir ce que ça va donner aussi sur les différentes configurations de joueurs. Donc pour l'instant, il me faut une autre partie pour pouvoir vous en dire plus. J'ai testé également Pyramido chez Synapse Games, alors a priori c'est pas nouveau ce truc-là, donc c'est un jeu de domino dans lequel on va devoir faire correspondre des zones de couleurs. Ces zones de couleurs auront donc des gemmes qui se trouvent dessus dessinées, et lorsque l'on aura complété un étage complet, chaque joueur va devoir activer ces zones grâce à des gemmes qu'il aura draftées au préalable, parce que dans notre tour on va drafter un domino ainsi qu'une gemme qui se trouve en face et on va le placer donc sur le terrain, et lorsque l'on place une gemme sur une zone de couleur avec de la couleur correspondante, eh bien on l'active et on gagne 1 point par gemme imprimée qui se trouve dans toute la zone. Si jamais on a mis 3 gemmes de couleur sur cette même zone, eh bien on double le nombre de points qui se trouvent dessus. La subtilité qui est intéressante dessus, c'est qu'on va
recouvrir donc toujours de manière pyramidale, recouvrir donc avec une zone plus petite de dominos donc pour la deuxième manche, sauf que les couleurs donc se suivent finalement entre les étages du dessous, les étages du dessus, donc il y a un vrai truc qui se passe finalement de réflexion. Voilà. Donc mon attente, elle est nulle sur Pyramido, c'est très bien, attention c'est bien Pyramido le nom, c'est très bien, mais c'est pas du tout ma came de jeu, c'est pas du tout ce qui me fait kiffer. Ça fonctionne bien chez les personnes qui aiment ce type de jeu de domino, il n'y a aucun souci, c'est assez, il y a un petit brainstorming qui opère lorsque vous commencez à faire correspondre les étages, etc. Mais encore une fois, c'est pas ma came. Ensuite, j'ai pu tester un jeu très original qui s'appelle Lightspeed Arena, donc c'est pas encore localisé, ça risque d'arriver chez nous. C'est un jeu dans lequel les joueurs vont devoir placer sur la table, comme ils le souhaitent, des vaisseaux qui vont piocher les uns après les autres. Ces vaisseaux vont tirer finalement des lasers dans certaines directions. Le twist, c'est qu'il va falloir donc toucher les vaisseaux adverses pour les éliminer sur un certain nombre de dégâts, mais aussi des astéroïdes pour pouvoir collecter des minerais qui seront les points du jeu. Mais alors comment ça marche? Parce qu'à la fin tu vas te dire bah oui mais là comment on fait là. Le truc c'est qu'une fois que tout le monde s'est placé, déjà on a que 5 secondes pour placer un vaisseau, donc ça va très très vite. Une fois que tout le monde est placé, on prend l'application, on prend en photo et ensuite se déroule donc la bataille en fonction des chiffres des différents vaisseaux, en commençant par le 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Et donc là, on voit en direct, en vidéo, les tirs qui opèrent, ce qu'on touche, etc., suivant l'axe qui est indiqué. C'est super original, c'est super ingénieux comme utilisation d'une application, et très clairement, je me suis éclaté à jouer à ça. Plus il y a de monde, plus c'est débile, puisque finalement on tire dans tous les sens, on peut tirer aussi sur ses propres vaisseaux et les détruire. Bref, c'est complètement loufoque, ma hype elle est totale sur ce truc, tellement j'ai trouvé ça fun, tellement j'ai trouvé ça ingénieux, tellement j'ai trouvé ça drôle. C'est cool de voir des jeux originaux émerger comme ça, donc j'espère vraiment qu'il sera localisé à un prix correct, parce que vraiment c'est un truc que je trouve que si on obtient, il y aura cet effet waouh chez soi, déjà premièrement, mais aussi ça peut être très drôle, puisque c'est un jeu qui est supra dynamique, ça peut être très drôle de voir finalement ce qui se déroule, le fait qu'on est en train de détruire notre propre vaisseau, le fait que sans faire exprès on a démoli notre adversaire qui se trouve à l'autre bout de la map, etc. Donc voilà pour Lightspeed Arena. Ensuite, j'ai pu voir chez Mando Games un jeu qui s'appelle Yeti Snack. Donc Yeti Snack, c'est un truc qui vient avec des espèces de moules à muffins, un truc en silicone, c'est vraiment ça. Et dedans, en fait, chaque joueur va devoir placer des jetons de poker qui représentent des couleurs, finalement, à certains endroits indiqués par une carte de mise en place. Le truc, c'est qu'on va révéler une carte qui va donner une contrainte, qui va dire, par exemple, je veux voir que le jeton violet. Et donc là, tu vas utiliser les pliures qui existent en ligne et en colonne de ces différents moules pour pouvoir le plier tac 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 de telle manière à ce que tu réussisses à faire en sorte qu'il n'y ait plus que le violet qui seront pilés sur tous les autres. Voilà, c'est original, ça joue sur du matériel, je trouve ça vraiment fun, ma hype elle est quasi maximale là-dessus. Pourquoi? Parce que je suis pas forcément fan des petits jeux, mais j'aime bien les trucs originaux encore une fois, et que ça je pourrais y jouer soit avec mes enfants, soit en famille, soit avec des potes, je sais que ça pourra marcher, et vraiment j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Et évidemment, je termine par le proto, je vous en ai parlé au flip déjà, enfin lorsque je suis sorti du flip, j'ai pu voir le proto avancé finalement, plus avancé que la dernière fois, de Ibris Twilight in Olympus, qui est un jeu qui s'avère grandiose, hein, on va pas se mentir, ça s'annonce grandiose le truc. C'est un jeu 3 joueurs, fortement asymétrique, dans lequel chacun va incarner finalement un peuple avec des fonctionnements radicalement différents. Je vais pas y aller dans le détail ici parce que le jeu est extrêmement riche et j'y ai pas joué sur ce festival, mais ma hype est totale sur ce jeu, tant j'avais adoré donc Ibris Disordered Cosmos, tant j'y ai joué, donc j'y avais déjà joué quelques tours au flip. Maintenant il a bien évolué le jeu, donc c'est pour ça que je préfère vous en reparler plus tard lorsque j'aurai le proto, mais vraiment il y a quelque chose de cinématique qui se passe sur ce jeu, il y a quelque chose qui est très fort en tout cas autour de ce Twilight in Olympus, et vraiment les retours sont dithyrambiques dessus, donc vraiment à suivre. La campagne va débarquer courant mai, je crois, avril ou mai, donc voilà pour Twilight in Olympus. Et voilà les amis, ça sera tout, c'est tout ce que j'ai vu, ce que j'ai joué, etc., etc. En conclusion, je dirais que je suis très légèrement déçu finalement par les propositions qui sont faites. Je trouve que ça manque cruellement d'originalité. Et forcément, j'ai pas pu tout tester. Je pense par exemple à Rituel chez Paladis Games, je suis juste passé, voilà, on en a discuté, mais il n'y avait pas de table disponible. Il y a forcément des choses à côté desquelles je suis passé. Néanmoins, en grande majorité, j'ai vraiment la sensation de jouer à des jeux qui se ressemblent pas mal, et c'est quelque chose qui me refroidit un petit peu. Je trouve ça un peu dommage. Maintenant,
vraiment les sensations de mon côté, les sensations plus de finalement ce que j'ai pu découvrir sur ce festival resteront donc en troisième. Je placerai Couronne de Sang, donc que j'ai trouvé vraiment chouette en termes d'interaction dynamique et en termes de feeling de jeu, qui est vraiment quelque chose qui va très rapidement. En deuxième, je placerai Eternal Dex, qui est vraiment original pour le coup, qui est très beau, qui est osé, qui propose une mécanique avec communication limitée vraiment intelligente. Et en premier, Ironwood, qui est le jeu que je n'avais pas testé et qui est vraiment parfaitement ma cam, superbement édité, super intelligent, grosse tension autour de la table. Voilà. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai essayé de histoire de puissiez voir un petit peu en dynamique finalement et que j'arrête de m'étendre aussi sur les choses auxquelles j'ai pas joué. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et évidemment à commenter vos retours si vous êtes allé au Festival de Cannes. Qu'est-ce que vous avez pu voir, qu'est-ce que vous avez pu tester, qu'est-ce que vous auriez aimé voir présenté dans cette vidéo que je n'ai pas testé. Surtout pas hésiter à le glisser là-dessous, ça me ferait plaisir de vous répondre et on se retrouve bien évidemment très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jeux en Carton. À ciao.